Mes chers collègues, nous accueillons à présent Monsieur Claude Berruet, secrétaire général adjoint de l'enseignement catholique. Comme le bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition sera captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié dans le recueil des travaux des commissions, accessible en version papier sur le site internet du Sénat. Titulaire d'une maîtrise de lettres modernes, vous avez été enseignant dans un collège public pendant 1 an, avant de rejoindre un établissement privé sous contrat, l'établissement Sainte-Marie-Sainte-Dominique de Bourges, dont vous avez été nommé directeur en 1984. En 1991, vous êtes désigné pour occuper les fonctions de directeur diocésain de Bourges, avant de devenir directeur de l'interdiocèse du Berry-Loiret au début des années 2000. En 2006, vous avez été nommé secrétaire général adjoint national de l'enseignement catholique par la Conférence des évêques de France, fonction que vous occupez toujours actuellement. Je rappelle que le secrétariat général de l'enseignement catholique est responsable, devant les évêques, de l'orientation de l'enseignement public et assure les relations avec les pouvoirs publics. À la suite des événements de janvier dernier, l'enseignement catholique a été associé par le ministère de l'Éducation nationale, au même titre que l'enseignement public, à la grande mobilisation pour les valeurs de la République. Dès le mois de février, vous avez d'ailleurs publié une contribution relative à la formation morale, anticipant la mise en place de l'enseignement moral et civique à la rentrée 2015, dans laquelle vous estimez que l'école doit être lieu d'une appropriation responsable des valeurs par le développement du jugement critique. L'enseignement catholique scolarise aujourd'hui près de 2 millions d'élèves en France et représente donc un acteur majeur du système éducatif français. Aussi, la commission d'enquête souhaitait-elle connaître votre point de vue sur la réalité des menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'école et sur les solutions à y apporter pour la rétablir dans sa mission d'intégration et de formation des futurs citoyens. Avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenue de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vous invite à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je lève la main droite et je dis « je le jure », ça suffit, sans répéter la formule. Non, vous dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations durant une dizaine de minutes, après quoi notre rapporteur Jacques Grosperrin et les membres de la commission qui le souhaitent pourront vous poser leurs questions. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Bonjour à chacune et à chacun. 2-3 points donc d'introduction que je souhaitais partager pendant ces 10 minutes. Nous redire, j'imagine que vous l'avez déjà beaucoup entendu au cours de ces auditions, que la crise de l'école, la perte des repères républicains, selon l'intitulé de l'enquête que vous menez, est évidemment inscrite dans une crise sociale plus globale, dont l'école est le reflet, une crise qu'il faut évidemment considérer à l'école comme un donné et contre laquelle il faut que nous nous efforcions de réagir. On pourrait citer, je le fais dans un inventaire à la Prévert, l'individualisme qui peut faire oublier le bien commun, le consumérisme qui peut faire oublier la recherche d'un idéal social et politique, l'hédonisme qui installe dans la seule satisfaction immédiate au détriment d'une construction pour le moyen ou long terme, le relativisme qui peut discréditer toute formation morale en considérant que tout se vaut, le communautarisme qui refuse la quête de l'universalité. Au final, notre société, et donc notre école, est marquée par ces multiples crises, crise de la parole, crise de la relation, crise du sens, crise de l'éthique, et source de l'ensemble, sans doute, une crise que je pourrais appeler crise de la transcendance, soit l'oubli, la méconnaissance, le refus peut-être que nous sommes précédés, que nous vivons d'un héritage, sans lequel il n'est pas possible d'habiter et de construire le présent. L'école du XXIe siècle doit bien entendu se préoccuper de l'adaptation au temps présent, de la préparation des enfants et des jeunes qui nous sont confiés pour le présent et pour leur avenir. Et je pense tout particulièrement aux difficultés actuelles pour les jeunes de l'insertion professionnelle.
Mais il me semble que cette responsabilité majeure ne peut se faire qu'en restant fidèle à la mission de transmission, qui me paraît être le cœur du travail de l'école. Les sources ne manquent pas. Je pensais à Hannah Arendt, qui nous dit que la continuité d'une civilisation ne peut être assurée que si les nouveaux venus par naissance sont introduits dans un monde préétabli où ils se sentent étrangers. Voilà, je crois, la mission de l'école pour installer les repères républicains, installer ces nouveaux venus étrangers, voilà, dans la continuité de notre civilisation. Alors, dans mon propos, il ne s'agit pas d'opposer la tradition à la modernité en nous réinscrivant dans le combat dont la France est si friande entre les anciens et les modernes, mais bien de nous demander comment l'école peut travailler aujourd'hui, former les jeunes qui seront les adultes de demain, à partir de l'héritage reçu et de notre patrimoine. Dans son rapport de 2002, qui concernait le fait religieux, Régis Debray nous dit, avec son sens de la formule, « élargissement vertigineux des horizons et rétrécissement drastique des chronologies, contraction planétaire et pulvérisation du calendrier, on se délocalise aussi vite qu'on se déshistorise. Un antidote efficace à ce déséquilibre entre l'espace et le temps, les deux ancrages fondamentaux de tout état de civilisation, ne réside-t-il pas dans la mise en évidence des généalogies et des soutènements de l'actualité la plus brûlante ?» Donc il me semble qu'à l'école, rendre lucide et conscient sur l'actualité pour devenir un citoyen engagé se fonde justement, je reprends la formule, sur la mise en évidence des généalogies et des soutènements. La transmission du coup de la culture à l'école devient alors, me semble-t-il, ce lieu de discernement et de jugement sur ce qui vaut comme valeur à inscrire à notre patrimoine commun. Alors pour ce faire, c'est mon deuxième point, la recherche de ce que je nommerais comme de saines articulations dans la vie de l'école, dans l'établissement des textes qui la régissent, dans la formation de ses acteurs et dans l'animation des établissements. D'abord, une articulation entre bienveillance et exigence. Il est légitime que l'école réfléchisse à de saines conditions d'apprentissage, où chacun puisse se sentir reconnu et respecté. Quand on interroge les élèves décrocheurs, ce que nous faisons assez souvent dans l'école catholique, on voit bien que l'une des raisons qui ont amené ce décrochage, c'est souvent, disent-ils, le sentiment de ne pas avoir été reconnu, de se sentir marginalisé, exclu à l'intérieur même de l'école, non considéré, au point qu'ils ont été amenés, après s'être retrouvés à la marge de la classe ou de l'établissement, à se mettre de façon volontariste en dehors de l'établissement. Mais cette bienveillance ne peut pas se faire sans l'affirmation d'exigences, sans lesquelles, me semble-t-il, il n'est pas d'autorité possible du maître. Et il me semble qu'il y a un travail aujourd'hui important à faire tous ensemble. Voilà, quelles sont les exigences communes qu'on doit garder, sans oublier cet esprit de bienveillance. Première articulation, bienveillance, exigence. Deuxième articulation, transmission et appropriation. Pour que l'élève acquiert savoir et valeur, donc ça touche et la formation intellectuelle et la formation morale et civique, il est important que l'élève soit acteur de ses apprentissages. Mais la nécessaire autonomie, qui me semble être un objectif incontournable de l'école, n'a de sens que si elle se fonde sur l'enseignement de savoirs reconnus et la transmission de valeurs communes. Je reviens à l'héritage. Dans la formation morale, vous faisiez allusion au document que nous avons élaboré il y a quelques mois, il faut commencer par l'énoncé de la loi. Une loi qui précède, c'est ce que je mettais derrière le mot transcendance tout à l'heure, avant de conduire à un légitime travail d'appropriation de cette loi. Sans le travail d'appropriation, la loi peut apparaître comme discrétionnaire, s'imposant de l'extérieur, sans devenir le ressort interne qui permet à chacun de discerner puis d'agir. Dans un établissement scolaire, le règlement qui s'impose, qui préexiste, doit être connu avant d'écrire avec les acteurs une charte qui précise comment chacun des acteurs est prêt à s'engager dans le cadre fixé par le règlement.
Dans l'acquisition des savoirs, les fondamentaux doivent être installés pour construire des apprentissages. Et c'est dans ce cadre, le sujet est d'actualité, qu'il faut articuler l'enseignement qui transmet des disciplines, avec leur utile part d'épistémologie, et puis le croisement interdisciplinaire qui travaille les apprentissages pour comprendre la complexité du monde. Troisième articulation entre identité et altérité. La construction européenne et la mondialisation, le pluralisme de nos sociétés qui introduit les mixités pour chacun au quotidien demandent à l'école une réelle ouverture. Mais l'accueil de l'autre, la capacité de dialogue requiert une bonne connaissance de sa propre identité qui ne soit pas un repli identitaire. C'est ce que doit, à notre sens, permettre la laïcité, voilà, ce cadre qui permet, dans l'accueil des singularités, le repérage des convergences, de l'universel et donc de la construction des fondements à un vivre-ensemble commun. Bienveillance, exigence, transmission, appropriation, identité, altérité. Je nommerai une dernière articulation entre la responsabilité de l'école et la responsabilité des familles. Il est légitime que les parents, et c'est en cours depuis quelques décennies, soient associés à la vie de l'école. En même temps, la mission de l'école ne peut pas être la somme d'intérêts particuliers. Une association de parents ne peut pas être une association de défense du consommateur qui exigerait telle ou telle évolution du produit scolaire ou de l'éducation ramenée à un produit de consommation. Et donc l'école, tout en donnant la place à la famille, tout en reconnaissant les singularités familiales, reste ce lieu où il faut former à l'universalité et à du commun. Je termine en nommant quelques leviers. Pour transmission, articulation, un réel travail autour du socle commun des connaissances, de compétences et de culture. Bon, un socle commun existe, un nouveau socle commun entrera en vigueur en 2016. Il est orienté, ce nouveau socle commun, autour de son centre, le domaine 3, la formation de la personne et du citoyen. Il me semble que le texte en tant que tel a un intérêt. La vraie question, c'est la capacité d'appropriation des équipes. Nous sommes dans un environnement où les savoirs connaissent une croissance exponentielle. Voilà, on nous parlait au Moyen-Âge de 7 spécialités disciplinaires. Je crois qu'on en recense aujourd'hui près de 8000. Du coup, nous sommes dans un environnement où les technologies numériques déversent quotidiennement sur chacun un flot constant d'informations multiples et non hiérarchisées. Voilà, qu'est-ce que l'école, qu'est-ce que les enseignants, au jour le jour, dans cette croissance des savoirs et de l'information, doit continuer de transmettre comme socle. Alors, il y a le texte national, et je crois qu'il y a un travail nécessaire d'appropriation à conduire par l'ensemble des équipes et par chacun des enseignants, repérer ensemble ce qu'il est essentiel et fondamental de transmettre. Deuxième levier, c'est la poursuite de la rénovation de la formation des maîtres. Une bonne formation académique, une solide expertise disciplinaire dans le cadre de la mastérisation nous paraissent importantes et l'expertise disciplinaire assure, je crois, une part importante de l'autorité du maître. Il dispose toujours d'une autorité d'expertise. Mais il faut aussi que les maîtres soient formés à assumer en équipe la gestion de cette société qu'est la classe ou l'établissement. Et qu'au-delà des capacités pédagogiques et didactiques, les centres de formation s'emploient à former véritablement les capacités éducatives des maîtres pour que, au quotidien, dans la classe, dans l'établissement, eh bien, les valeurs enseignées puissent être éprouvées par une pratique évaluée, relue et appelant à l'engagement. Alors ça touche la formation initiale des maîtres, ça touche la formation continue des maîtres, qui nous semble quand même assez dramatiquement sous-financée depuis plusieurs décennies. Troisième levier, c'est la corresponsabilité école-famille, j'y reviens. On entend parfois dire que les familles sont démissionnaires. J'ai été, vous le rappeliez, près de 15 ans chef d'établissement. J'ai peu trouvé de familles démissionnaires, j'ai beaucoup rencontré, et ça n'a pas dû s'arranger, de familles découragées et déconcertées. Donc il me semble qu'il y a pour l'école et pour la société cette question centrale, plutôt que de déplorer la démission des familles,
Que pouvons-nous mettre en place pour aider les parents à réinvestir leur responsabilité parentale et à le faire en lien avec l'école? Et puis enfin, un dernier levier, c'est la rénovation de l'animation des établissements. Les enseignants ne peuvent plus exercer leur profession isolément pour faire face aux nouvelles problématiques, aux nouveaux comportements. Il faut des équipes solidaires devant des élèves qui vivent souvent en groupe, très solidaires. Il faut des enseignants qui construisent la solidarité d'une équipe. Il faut des enseignants qui se sentent parfaitement soutenus par leur hiérarchie pour faire face à telle ou telle difficulté. Alors je crois que ça réinterroge l'organisation du service des enseignants, qui ne peuvent pas seulement être rémunérés pour assurer des heures d'enseignement devant leur classe, mais il faut que leur service puisse donner du temps à la concertation, à la lecture conjointe du socle, à l'élaboration des stratégies de formation. Il faut qu'ils puissent travailler collectivement. Et puis, ça interroge sans doute aussi la question de l'autonomie des établissements et des responsabilités des chefs d'établissement. Au final, je dirais que nous disposons aujourd'hui de textes, pour ceux qui sont établis, qui fixent assez justement les finalités de la mission de l'école. Je pense au socle commun, au référentiel sur l'enseignement moral et civique, sans doute pas parfait. Ça me paraît une bonne base pour faire travailler les équipes. La question réside aujourd'hui dans la capacité du système éducatif à mettre en œuvre. La feuille de route me paraît assez claire pour ces deux textes-là, mais quelle mise en œuvre possible et comment cette mise en œuvre peut-elle être facilitée, je le redis, et par la formation initiale et continue et par de nouvelles modalités d'animation des établissements et dans les établissements des équipes éducatives. Je vous remercie. Merci, monsieur. Donc, la parole au rapporteur. Merci, présidente. Merci, monsieur Berruet. 4 questions. Tout au long de ces auditions, nous avons eu des retours à travers des contestations de principes républicains qui ont émergé dans certains types d'établissements scolaires. Et je voudrais savoir, donc ce ne sera pas ma première question, si l'enseignement catholique a été confronté à ce type de phénomène. Est-ce que vous avez connu des incidents à l'occasion de la minute de silence en janvier? La deuxième question a trait à une interview que M. Balman, donc le secrétaire général de l'enseignement catholique, affirmait que la formation morale relève moins de la transmission que de l'appropriation des valeurs républicaines. Alors comment, dans ce sens, comment, à votre avis, l'école peut-elle faciliter cette appropriation des valeurs républicaines? Et puis surtout, quel est votre avis, votre position, en tout cas celui de l'enseignement catholique, sur le nouvel enseignement moral et civique qui s'appliquera aux établissements privés dès 2015, la prochaine rentrée 2015-2016. Troisième question. Plus généralement, que pensez-vous des mesures annoncées par le ministre de l'Éducation nationale dans le cadre de la grande mobilisation de l'école pour les valeurs républicaines? Et est-ce que l'enseignement catholique est-il favorable à un renforcement de l'enseignement du fait religieux? Et enfin, dernière question, vous avez parlé de l'articulation entre la responsabilité de l'école et celle de la famille. On sait que la famille, en tout cas, que l'école ne peut pas tout. Est-ce que vous auriez l'expérience, ou est-ce que vous auriez un retour d'expérience sur une expérimentation positive, intéressante dans l'enseignement catholique par rapport à cette association de parents, de familles et d'élèves? Cher monsieur, je vais vous donner la parole en vous demandant d'être assez concis dans vos réponses pour ne pas frustrer mes collègues qui ont aussi d'autres questions. Je vous remercie. J'essaie donc de réagir aux 4 questions. Première question sur la contestation des principes républicains, notamment à l'occasion de la minute de silence suivant les événements de janvier. Bon, l'enseignement catholique est une école de la République, elle scolarise les mêmes élèves, donc il y a eu en effet un certain nombre d'incidents qui ont pu être repérés, sans rien me semble-t-il, mais l'enseignement catholique n'a pas un système très centralisé de remontée, sans rien de dramatique. Il me semble que ce qui peut-être a pu faciliter, ce qui a facilité les choses, c'est la préparation de la minute de silence. C'est-à-dire la minute de silence, elle a du sens. Je parlais d'une crise de la parole. Si d'abord des adultes organisent un temps de parole
pour que cette minute de silence prenne tout le sens symbolique qu'on a voulu lui donner. Il me semble que si la communauté éducative est habituée à prendre des temps d'échange et de parole sur un certain nombre d'événements d'actualité. Je pense à bon nombre d'établissements qui font par exemple le quoi de neuf, c'est-à-dire on ouvre la journée en disant voilà, quoi de neuf dans l'actualité locale, nationale, etc. Il y a donc une habitude de réaction à telle ou telle situation, et si cette habitude-là est installée, eh bien, évidemment, devant la gravité des événements de janvier, la parole peut s'ouvrir, et je crois que la minute de silence est possible s'il y a d'abord eu un temps de parole significatif. Deuxième question, transmission, appropriation. Oui, nous travaillons évidemment et heureusement de concert avec Pascal Balmand. Donc je redis ce que j'évoquais, c'est-à-dire les valeurs morales doivent donner lieu à un enseignement. J'ai là dans mon dossier le document qu'on a préparé sur la formation morale et civique. Il y a un ensemble de fiches. Il y a un ensemble de fiches sur des notions fondamentales. La dignité de la personne humaine, la liberté, l'égalité, la fraternité, la justice, etc. Et on n'imagine pas de formation sans transmission. L'appropriation, c'est la façon dont l'école, que nous considérons non seulement comme un lieu de transmission, mais comme un lieu de vie, où véritablement des relations interpersonnelles se nouent au quotidien, peut devenir un lieu où s'expérimente. Est-ce que la classe est bien un lieu où la dignité de la personne humaine est reconnue? Est-ce que notre façon d'évaluer les élèves reconnaît la dignité de chacun? Parce qu'une copie peut être nulle, on va mettre 0, mais est-ce qu'en même temps on arrive à faire passer le message que si la copie est nulle, l'élève reste digne, que lui n'est pas nul? La justice, dans une classe, elle se vit au quotidien, l'égalité aussi. Donc voilà, me semble-t-il, ce que dit Pascal Balmand lorsqu'il parle de transmission d'appropriation. La loi parle de l'enseignement moral et civique. Notre document s'appelle formation. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une partie transmissive et enseignement, mais il nous paraît que ce qui forme le futur citoyen et la conscience morale de la personne, c'est d'abord la capacité de relire une expérience, d'agir et de s'engager au sein même de la classe. C'est-à-dire on peut avoir toutes les bonnes paroles possibles sur la solidarité, mais est-ce que le groupe d'élèves est solidaire? Est-ce que les familles sont solidaires entre elles? Est-ce que nos conditions tarifaires favorisent la solidarité entre les familles, etc. Voilà. Alors, pour ce qui est du référentiel d'enseignement moral et civique, il est autour de 4 champs: la culture de la sensibilité, la culture de la règle et du droit, la culture du jugement et la culture de l'engagement. Nous, ces 4 piliers nous vont bien. Voilà, il me semble important à l'école que justement la formation morale puisse d'abord s'enraciner sur la sensibilité de chacun. Il y a des situations qui paraissent immorales, il y a des situations qui indignent. Et donc il est assez facile de montrer à des élèves qu'il y a une espèce de conscience un peu innée du bien. Voilà, on est scandalisé de tel ou tel fait. Donc ça, c'est intéressant de partir de là. La culture du droit, j'en disais tout à l'heure un mot, elle est indispensable. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une loi. Il n'y a pas de société possible sans loi commune. Mais cette loi doit donner lieu à un travail d'appropriation. Il faut que la loi, il faut qu'il y ait une pédagogie de la loi pour qu'elle n'apparaisse pas comme une contrainte à laquelle je me soumets par la force, mais comme un cadre auquel je dois consentir pour que le vivre ensemble soit possible. La culture du jugement, ça nous va bien aussi, parce que former la conscience morale d'une personne, c'est la rendre capable de décider et de choisir en conscience, et pas sous l'influence d'un aîné, d'un caïd, d'une pression quelconque. Et puis la culture de l'engagement, elle est évidemment au centre de la citoyenneté. Il ne s'agit pas de former des enfants et des jeunes qui attendent tout d'un État-providence et d'être assistés, mais qui sont prêts à s'engager pour le bien commun. La mobilisation de l'école et la refondation des valeurs de la République on souscrit à l'essentiel des objectifs. Aujourd'hui même, nous accueillons dans notre centre de formation les 200 personnes qui ont participé aux Journées nationales organisées par le ministère de l'Éducation nationale sur la laïcité, et nous lançons un plan de formation à partir du budget qui a été dédié par le ministère à cet égard, pour que dès la rentrée, nous puissions former l'ensemble des chefs d'établissement, et puis à partir de novembre, monter sur tout le territoire une 60aine de lieux de formation où on articulera valeurs républicaines, conscience de la laïcité, formation morale et civique et transmission des savoirs, l'appropriation des savoirs étant aussi l'un des lieux de la liberté de l'individu.
Parce que si je ne sais pas, si je ne maîtrise pas le langage, on peut toujours parler d'égalité et de liberté. Pour le fait religieux, nous y travaillons beaucoup. Nous avons une mission particulière, un site dédié qui s'appelle Enseignement et religion. Nous sommes favorables, alors je ne sais pas si c'est un renforcement, mais nous à poursuivre ce qu'on a toujours fait, en distinguant bien évidemment ce qui est pour l'école catholique notre travail de transmission culturelle, qui doit faire droit à toutes les traditions religieuses, qui ne peut évidemment pas flirter avec je ne sais quel prosélytisme ou quelle volonté d'endoctrinement. Et puis par ailleurs, dans nos projets éducatifs spécifiques, pour les enfants et les familles qui le souhaitent, une formation, pour le coup, catéchétique, de formation chrétienne. Donc c'est une invitation à bien aider nos équipes, à très clairement distinguer ce qui relève du savoir. Il y a une dimension religieuse dans toute culture, et puis ce qui relève du croire, qui là ne peut être proposé que dans le plus grand respect des libertés de conscience. Je pourrais répondre à d'autres questions, je vais vite. Et puis dans la relation école-famille, alors il me semble que, enfin, il y a d'abord un principe à rappeler, c'est-à-dire les associations de parents ne sont pas là que pour défendre l'intérêt de leur enfant à eux. L'association de parents dans l'enseignement catholique, comme on dit dans le jargon, est membre de la communauté éducative, c'est-à-dire est membre du conseil d'administration, membre du conseil d'établissement, membre de nos instances nationales, parce que les orientations éducatives qui sont données à l'enseignement catholique français doivent l'être avec l'accord de tous les partenaires, dont les parents, qui sont quand même les premiers destinataires avec leurs enfants et les grands jeunes qu'ils nous confient. Donc il y a déjà ce travail-là, c'est-à-dire quelle est la position des parents dans l'organisation de l'école et dans les lieux décisionnels de l'école. Et puis après, il y a tout le travail au quotidien à faire avec les parents. Donc j'évoquerai deux expériences. Et puis je terminerai peut-être par une anecdote. La première expérience, c'est le sentiment parfois qu'on n'a que des parents laissent tout faire à l'école, sont des missionnaires, ne suivent pas le travail de leurs enfants, etc. Il me semble que la question à se poser, c'est tous les parents sont-ils en capacité d'accompagner et de suivre le travail de leurs enfants? Et je vois des expériences intéressantes dans certains établissements où les enseignants invitent, après tout un travail d'approche et de rencontre, des parents d'élèves à venir quelques soirées après 5h, 6h, enfin ça change avec les horaires des parents, pour que quelques parents et quelques enfants dans la classe, encadrés par l'enseignante, apprennent ce qu'est le suivi et l'accompagnement du travail scolaire. On ne demande pas des parents d'être un deuxième professeur. On leur demande d'avoir le rôle qu'un parent peut avoir dans le suivi de travail de ses enfants. Pour la formation plus éducative autour des valeurs, je citerai cette initiative de l'Association nationale des parents d'élèves, des kits d'animation, qui sont sous le cycle déposé relations école-famille, qui permettent autour d'un certain nombre de questions de faire travailler au cours d'une soirée, réunissant parents, enseignants et éducateurs, autour de questions telles que comment exercer l'autorité, alors c'est vrai dans la classe, c'est vrai en famille, quelle relation aux écrans, quelle formation à l'effort. Donc voilà, il me semble que là aussi, on a toujours intérêt à... plutôt que de jeter l'anathème les uns sur les autres, les familles disant l'école fait plus son travail, l'école disant les parents sont des missionnaires, à se mettre ensemble devant des questions communes, tout en sachant bien que parents et enseignants exercent une co-responsabilité dans l'éducation, mais qu'ils ont chacun un rôle spécifique. Autrement dit, on ne demande pas à des enseignants d'être les parents de leurs élèves, et on ne demande pas des parents d'être les enseignants de leurs enfants. Mais il s'agit, me semble-t-il, d'organiser la co-responsabilité. Je terminerai simplement pour une anecdote. Dans un temps fort récent, ATD Carmonde avait fait travailler justement des groupes de parole de gens en situation de précarité. Parce que c'est pas rien pour des parents que de rencontrer une école qui est un lieu quand même où le niveau moyen de diplomation est important et où la parole est aisée. Et je n'oublierai jamais le témoignage de cette femme qui est en âge d'être grand-mère, qui disait « Quand mes enfants allaient à l'école, je ne pouvais pas aller rencontrer leurs professeurs parce que eux, ils étaient intelligents. » Et moi, je me dis, peut-être qu'on disait dans cet établissement-là, cette famille-là est démissionnaire et ne s'occupe pas de ses enfants. Et je pense que c'est une invitation, j'ai souvent raconté l'anecdote, au chef d'établissement à se poser les bonnes questions
avant de porter des jugements sur les familles, pour réfléchir aux stratégies possibles pour rejoindre toutes les familles, y compris celles qui vivent une grande précarité et qui peuvent être en situation de grande difficulté par rapport au maniement du langage courant et du jargon de l'école moins courant. Merci, monsieur. Voilà des propos sensés. Et donc, est-ce que mes collègues ont des questions supplémentaires? Moi, j'en ai une, alors j'en profite, comme ça permet de formuler. Juste, monsieur, par rapport à... Il faut énoncer la loi, bien sûr, puisque les écoles catholiques sont des écoles sous contrat. Et donc, moi, je vous poserai juste une petite question par rapport à la charte de la laïcité, qui n'était pas obligatoirement affichée dans vos écoles, et je voulais savoir comment vous vous situiez ou comment vous le perceviez. Donc ça, c'est la première question, puisque je vais laisser la parole donc à Marie-Annick Duchesne, donc pour une question. Voilà, monsieur le secrétaire général, je connais bien l'enseignement catholique et j'ai retrouvé en effet cette liberté, en effet d'expression que vous aviez, et aussi ce travail en amont. Et je le dis pour mes collègues, c'est ça qui peut aussi enrichir notre débat, c'est que presque tout dans l'établissement est préparé en amont. C'est-à-dire lorsque vous expliquez que lorsque on réfléchit sur un élève, avant de prendre des décisions, on travaille toujours en amont. Toujours. Les rapprochements école-famille, c'est toujours la même chose. Le nombre de parents qu'on reçoit pour essayer de bien encadrer tout ça. Les enseignants qui invitent souvent quelques parents pour le suivi des enfants et qu'ils comprennent ce qu'on attend d'eux. Alors, ma question va paraître peut-être un peu brutale. C'est juste que ça permettrait d'enrichir notre débat avec aussi l'enseignement public. Est-ce que lorsque nous faisions tout ce travail, bon, et c'est vrai qu'on ne comptait pas le temps, bon, actuellement, est-ce que les enseignants sont rémunérés pour faire ce travail qui prend beaucoup de temps en plus? Autre question, Madame Blondin. Merci beaucoup pour votre intervention. Je suis particulièrement sensible à ce que vous évoquez sur les valeurs de la République et leur épreuve par le vécu au plus près des situations concrètes pour l'appropriation. Je suis membre du Conseil supérieur des programmes et le socle tel que nous l'avons écrit, nous souhaitons, comme vous, que sa mise en œuvre soit facilitée. En conséquence, ma question rejoint un petit peu celle de Marie-Annick Duchesne. Ce temps que vous évoquez d'une lecture conjointe du socle, quelle facilité dans vos établissements est mise en œuvre pour cette lecture conjointe du socle et votre connaissance de l'enseignement non catholique, justement, vous laisse-t-il voir que ce temps existera dans les autres écoles de la République? Monsieur. Voilà, donc trois questions. En ce qui concerne la charte de la laïcité, merci de la question, ça me permet de lever une ambiguïté. Lorsque nous avons travaillé avec le ministère afin que l'affichage de la charte de la laïcité ne s'impose pas à nos établissements, ce n'était surtout pas pour signifier que nous étions d'une quelconque façon opposés à la laïcité. Simplement, la charte telle qu'elle se présente comportait au moins 2 de ces articles qui ne s'appliquent pas à nos établissements et donc on ne pouvait pas poser. C'est l'article qui concerne la neutralité des personnels lorsqu'ils sont fonctionnaires.
Or, nos maîtres, s'ils sont des agents publics, ne sont pas des fonctionnaires. Et puis, c'est l'article sur l'interdiction des ports ostensibles des signes religieux, la loi de 2004, qui ne s'applique pas non plus aux établissements privés. Donc, il nous paraissait difficile d'apposer une charte dont l'ensemble des éléments ne concernait pas ou nos établissements ou nos personnels. Dans le cadre de la mobilisation pour les valeurs de la République, il a donc été suggéré, je ne sais pas comment le ministère va procéder, que la charte de la laïcité puisse être aussi signée par les parents. Et ça me permet déjà peut-être d'aller un petit peu sur la réponse, enfin au moins sur votre intervention qui était posée là. Nous, ça nous intéresse aussi, c'est-à-dire que dans la co-responsabilité que je décrivais, la question de la laïcité et tout ce que cela engage intéresse évidemment les éducateurs, les enseignants de l'école, mais aussi les parents. Et nous avons la chance, parce que c'est notre habitude et notre façon de faire, de recevoir toute famille pour une inscription. Vous savez, j'imagine que dans l'enseignement catholique, nous n'inscrivons pas par affectation, que voilà, c'est la liberté des familles qui s'exprime, et donc il n'y a pas un élève inscrit dans un établissement catholique qui ne le soit sans une inscription d'une demi-heure, d'une heure, de 2 heures du chef d'établissement généralement, et de la famille, de l'élève aussi, le plus souvent, surtout pour les aînés. Et nous nous sommes dit qu'il serait intéressant non pas de faire signer un document de plus sur la laïcité à nos familles, mais de voir comment on pourrait leur proposer pendant l'entretien d'inscription un document qui rappelle les fondements essentiels de la laïcité, c'est-à-dire que notre association par contrat fait qu'on est ouvert à tous, fait que nous sommes une école dans la République, fait que, évidemment, nous ne pouvons que promouvoir les valeurs républicaines, etc. Donc, ce que nous sommes en train de mettre au point en lien avec le ministère, c'est la formulation de 2-3 paragraphes autour de ce qu'est la laïcité, de ce à quoi elle engage et les personnes et les établissements, que nous demanderions à tous nos établissements de faire figurer dans leurs projets éducatifs qui sont remis à la signature des parents lors de l'inscription. Autrement dit, il n'y aurait pas la laïcité en plus, mais il y aurait un projet éducatif certes fondé sur une tradition particulière, on ne va pas cacher notre identité, mais qui se veut au service du bien commun, et que ce service du bien commun ne peut évidemment s'exercer que dans un cadre laïque. Donc à partir de la rentrée prochaine, le texte est à peu près élaboré, le ministère a donné son accord sur ce qu'on propose, l'instance nationale de l'enseignement catholique se réunit en juillet, et ça devrait donc progressivement s'installer en vue des entretiens d'inscription du printemps prochain, puisque maintenant les entretiens d'inscription sont à peu près clos. Voilà pour la question de la laïcité et l'ensemble de ce que rappelle la charte de la laïcité est évidemment présent dans le texte que nous sommes en train d'élaborer. Pour ce qui est de la seconde question autour de la rémunération des enseignants, nos enseignants sont évidemment rémunérés sur les mêmes modèles que ceux de l'enseignement public. Heureusement, c'est la règle du contrat. Donc, il y a, ça veut dire qu'il y a après un certain nombre de possibilités, tant dans le public que dans l'enseignement catholique, d'aménagement des services enseignants qui peut permettre quand même de dégager ponctuellement et heureusement des temps de concertation ou des journées dites journées pédagogiques qui permet aux équipes enseignantes de travailler ensemble. Ce qui se met en place aussi autour des IMP, les indemnités pour mission particulière, permettra sans doute à un certain nombre d'enseignants d'être reconnus pour animer justement un travail de concertation entre collègues. Il me semble quand même, et je le déplore notamment dans la réforme actuelle du collège, qu'il y aurait intérêt à tout niveau du système éducatif d'institutionnaliser dans le service enseignant un temps de concertation un peu semblable à ce qui se pratique dans le premier degré. Parce que appeler à un travail d'équipe sans en institutionnaliser les moyens, c'est quand même moyennement honnête et du coup moyennement mobilisant. Donc là, il reste, me semble-t-il, une vraie difficulté. Du coup, c'est une façon aussi de répondre à la question sur la lecture du socle. Donc on a commencé, nous, à travailler le socle avec les responsables de l'animation des départements, l'animation diocésaine chez nous, donc les directeurs diocésains, on a travaillé là-dessus. Nos centres de formation sont évidemment au travail. Un certain nombre de sessions de formation pour les cadres et pour les maîtres seront
proposées. Bon nombre de journées pédagogiques, justement, y seront consacrées. C'est-à-dire que nos instituts de formation sont aussi habitués à des accompagnements intra, comme on dit, c'est-à-dire qu'on arrête un établissement une journée, on réunit les équipes enseignantes et des formateurs viennent faire travailler les enseignants. Il est clair que l'année 2015-2016 devra consacrer une bonne part de ces journées pédagogiques en intra à l'appropriation du nouveau socle commun. Mais je redis là aussi que si dans le suivi, on pouvait avoir un travail régulier de concertation au sein de chaque équipe, ce serait quand même grandement facilitant. Là, on s'est assez bien amorcé, c'est les moyens du suivi qu'on a beaucoup moins. Merci, monsieur, parce que vous avez été très concis dans vos réponses, donc ça laisse un petit peu de temps à mes collègues pour pouvoir reposer éventuellement une question. Ah non, vous n'êtes pas libéré si vous... Enfin, ça dépend, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres questions ou d'autres envies de rebondir. Donc, Marie-Annick Duchesne. Bien, j'en profite parce que hier, j'étais à Lyon avec Victor, pour un travail sur les conseils d'école dans l'enseignement public. Et que un des parents, à moins que ce soit, on a fait des tables rondes, une inspectrice de l'éducation nationale qui a parlé des établissements privés et qui a parlé aussi, du coup, de l'autonomie réelle. Est-ce que au niveau où vous êtes, vous vous rendez compte que, en effet, c'est une force, l'autonomie réelle, pour bien comprendre un peu tout ce qui se passe dans l'établissement, ou est-ce qu'il ne faut pas non plus exagérer cette autonomie? Voilà. Oui, nous considérons... Oui, que c'est une force et nous la revendiquons. Alors, ce qu'il faut rappeler très sommairement, c'est que c'est la nature même de l'enseignement catholique, puisqu'évidemment le contrat d'association n'est pas signé entre l'État et une réalité générique qui serait l'enseignement catholique, mais qu'il y a autant de contrats que d'établissements. Donc c'est bien un contrat qui est signé entre l'État et chacun des établissements représentés dans le contrat, les deux signataires étant le chef d'établissement et le président de l'organisme de gestion. Donc il y a de fait une autonomie juridique, évidemment encadrée par les programmes et les instructions de l'éducation nationale. Il me semble que dans les débats actuels, qu'on entend beaucoup sur l'autonomie, il faut bien parler de l'autonomie de l'établissement et de l'autonomie des équipes enseignantes. Ce n'est pas l'autonomie du chef d'établissement. C'est-à-dire, enfin, en tout cas pour l'école catholique, nous ne rêvons pas de faire de nos établissements des petits chefs familiers de je ne sais quel caporalisme. Il s'agit bien de faire des chefs d'établissement qui animent une équipe enseignante qui peut bénéficier d'une forme d'autonomie. L'autonomie, ensuite, elle n'a de sens, comme la liberté, que si elle est associée à la responsabilité. Autrement dit, user de l'autonomie, c'est être capable de se mettre en projet dans le cadre des programmes et des instructions, de se fixer des objectifs, de déterminer une stratégie, de se donner immédiatement des indicateurs de réussite et d'accepter une évaluation interne et externe qui peut amener à réviser complètement un projet. Autrement dit, l'autonomie ou la liberté, ce n'est pas l'indépendance et la toute-puissance de chaque école. Voilà. L'autonomie, elle demande véritablement régulation et responsabilisation. Mais il nous semble qu'il faut améliorer sans doute le système éducatif, y compris dans l'enseignement catholique, pour sans doute articuler une autonomie qui favorise l'initiative, la liberté et la créativité, et puis le maintien d'une culture du contrôle et de la régulation qui permet de garantir qu'on reste dans un système d'éducation nationale. Merci beaucoup, monsieur. Donc cette fois, je crois que c'était la conclusion. Je vous remercie. Merci. Bonne fin de travaux à vous tous. Merci. Et on attend donc le rapport. Merci.